Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Bienvenue dans cet espace réservé au Salon international du livre d'Alger, à la télévision algérienne. Nous allons revenir ce soir sur le parcours d'un homme qui a marqué le continent africain pendant plusieurs années. Nous allons évoquer également ses rapports, ses relations avec l'Algérie et avec la révolution algérienne dont nous célébrons le 70e anniversaire. J'ai nommé Nelson Mandela. Nelson Mandela, ce vaillant militant qui a fait face au système de l'apartheid pendant plusieurs années. Pour revenir sur le parcours de Nelson Mandela et ses rapports avec l'Algérie, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un spécialiste de l'histoire de l'Afrique du Sud, Benouda Lebdey. Benouda Lebdey, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir, merci de l'invitation et c'est avec plaisir que je suis ce soir dans votre émission si belle et si intéressante sur le plan de la culture et de la connaissance de l'histoire. Vous avez écrit pas moins de 3 livres sur l'Afrique du Sud, sur Mandela, sur son épouse Winnie Mandela, et plusieurs articles académiques également que vous avez consacrés à l'histoire de l'Afrique du Sud. À votre avis, est-ce qu'on peut parler de l'Afrique du Sud sans parler d'un certain nombre de figures emblématiques qui ont toujours lutté pour que l'Afrique soit prospère, développée. Je pense donc à toutes les grandes figures du panafricanisme. Bien entendu, l'Afrique du Sud est le pays qui a souffert d'une colonisation qui a duré plus de 352 ans. L'Algérie a souffert d'un colonialisme qui a duré 132 ans. Donc, entre les deux, l'Afrique a été divisée en 1885 à la conférence de Berlin, n'est-ce pas, entre les puissances européennes, c'est-à-dire principalement l'Angleterre, la France, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, et l'Espagne également, et le Portugal. Et donc l'Afrique, c'est un continent qui a souffert de l'esclavage. Il ne faut pas oublier cette partie, oui. La traite des esclaves vers les Amériques, vers le Brésil et vers l'Europe aussi. Il y a l'espace triangulaire. Le fameux comptoir capverdien, donc le Cap-Vert qui était donc pendant longtemps un comptoir d'esclavage. Absolument, les comptoirs étaient là et ce voyage de non-retour, ce qu'on appelle le voyage du non-retour, a marqué aussi les Africains, les a traumatisés. Et ensuite, il y a eu la colonisation du territoire en tant que tel. Ça a commencé par les ports, par la côte. Et après 1885 et la division de ce qu'on voit aujourd'hui, la carte de l'Afrique, on voit des pays qui vont en longueur. Donc c'est par rapport au comptoir et ils sont rentrés à l'intérieur des terres. Des terres, oui. C'est ce qui fait que la carte géographique aujourd'hui de l'Afrique, elle est, disons pour le moins façonnée bizarre. Par cette histoire coloniale, oui. Façonnée par les puissances coloniales, absolument. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu 2 sortes de colonisation. Il y a eu la colonisation italienne qui n'a pas beaucoup duré, qui n'a pas beaucoup réussi, qui n'a pas pris. La colonisation économique, la colonisation par les Allemands, et le Portugal, bien entendu, et l'Espagne. Mais les 2 principales puissances qui sont réellement restées jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'est la France et la Grande-Bretagne. Le système colonial britannique, il a été dirigé par ce qu'on appelle le district officer, l'officier qui gérait. Et il n'y a pas eu réellement de colonisation, de peuplement ou de la culture, alors que le colonialisme français a été
sous couvert, bien, je dis bien sous couvert de civiliser, il y a eu l'exploitation des terres, l'exploitation des hommes et des femmes, mais il y a eu deux colonisations qui étaient très très dures. Donc celle de l'Algérie et celle de l'Afrique du Sud. Un peu celle du Kenya avec et donc il y a eu deux pays uniquement, trois avec le Kenya d'une certaine manière, qui ont eu une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que les Français, après 1830, sont venus en nombre, après les militaires, pour occuper réellement et européaniser l'Algérie, qui est devenue plus tard, du reste, un département français. Hein? L'Afrique du Sud également, les Hollandais, les Français et les Anglais ont occupé donc le comptoir de Cape Town à partir du moment où eux, ce qui les intéressait au départ, c'était les Indes et la Chine. Et ils s'arrêtaient à Cape Town pour se ravitailler en eau, en viande, etc. et continuer vers l'Inde. Et lorsqu'il y a eu la découverte, c'est toujours des intérêts économiques, hein, bien sûr. Lorsqu'ils ont découvert qu'il y avait des diamants et de l'or en Afrique du Sud, les Anglais se sont finalement posés en Afrique du Sud et il y a eu donc une véritable colonisation de peuplement et les Afrikaners ont créé les Afrikaners sont ceux qui ont créé l'apartheid, hein, ont imaginé et développé l'idée d'une Afrique du Sud, d'une Afrique australe vierge, qu'il n'y avait pas d'habitants et donc ils étaient les premiers habitants de cette partie de l'Afrique. Et la raison pour laquelle ce mythe, je dis bien c'est un mythe, hein, qui a été développé, c'est parce que les Zoulous, les Xhosa en particulier et les Zoulous étaient des nomades. Donc effectivement en Afrique du Sud il n'y avait pas de bâti. Il n'y a pas de village construit avec des pierres ou de l'argile, etc. Donc c'était des nomades. Et donc il n'y avait pas d'habitation stable. Et c'est pour cela qu'ils ont développé cette idée. Ils savaient très bien qu'ils étaient là. Mais voilà. Et donc c'est ce qui fait que ces deux pays, l'Afrique du Sud et l'Algérie, ont eu une même expérience à des degrés divers, bien entendu, puisque l'Afrique du Sud a développé l'apartheid. On reviendra plus tard sur ça. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui vraiment établit le lien sur le plan psychologique et sur le plan idéologique et sur le plan des traumatismes, une vision du colonialisme qui est très similaire en Afrique du Sud et en Algérie. Alors les Algériens, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ont décidé d'en finir avec le système colonial à travers donc le déclenchement d'une guerre de libération qui a nécessité évidemment il y a tout un processus de préparation et cette guerre qui sera déclenchée le 1er novembre 1954 et elle sera appuyée par plusieurs d'abord, par tous les panafricanistes, notamment le Ghana de Kwame Nkrumah, à travers l'activisme, grâce plutôt à l'activisme de Frantz Fanon. Absolument. Oui. Il faut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la France, l'Angleterre ont recruté les colonisés pour faire la guerre contre le nazisme. Les Algériens, les Tunisiens, les Sénégalais, les Ghanéens, les Kenyans également. Et donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont revenus dans leur pays respectifs, où ils sont revenus en Afrique.
Et la question qui s'est posée, en tout cas pour le peuple, c'est que si les Français ont essayé de se libérer du nazisme, pourquoi reste-t-il chez nous? Vous voyez le mécanisme de réaction par rapport à ça. Bien sûr, il y a eu des révoltes depuis 1832, et bien entendu les Abdelkader, etc. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une prise de conscience des peuples eux-mêmes. Voilà. Et c'est la même chose au Ghana, c'est la même chose ailleurs. Et donc effectivement, cette prise de conscience a fait que dans les années 50, il y a eu un mouvement de révolte. Et pour parler de notre révolution algérienne qui a démarré le 1er novembre 1954, c'est une révolution qui a été mûrie, qui a été pensée, qui a été travaillée, et donc il y a eu, et qui a surpris le colonialisme français, bien entendu. Et cette guerre-là de libération a eu des échos en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, parce que vous avez parlé de Nkrumah. Le Ghana, oui. Voilà, et Nkrumah, au vu de ce qui se passait en Afrique du Nord et en particulier en Algérie en particulier, il a lancé ce que l'on appelle la désobéissance civile. Et les Britanniques ont pris peur justement de ces mouvements politiques des Ghanéens et d'autres pays comme la Guinée, etc. Ils ont négocié l'indépendance en 1958. Et c'est par un vote, et c'est comme ça que Kwame Nkrumah et le Ghana a été le premier pays à être indépendant en Afrique. Et qui a eu son indépendance donc en 1958. Et ensuite, il y a eu la Guinée avec Sékou Touré. Et donc, et le Sénégal. Et donc, ces pays qui se sont inspirés, ce qu'il faut comprendre, me semble-t-il, c'est que la guerre d'Algérie... Oui. C'est la guerre de libération nationale. La guerre d'Algérie, si on se met de l'autre côté de la Méditerranée, oui. La guerre de libération, si on se met de ce côté-ci, donc a éveillé les consciences. Et ça a permis à ces pays de se révolter et d'acquérir l'indépendance, pas dans le sens, si j'ose dire, mis à part le Cameroun, qui a lutté pour avoir son indépendance. Exactement. Et donc... par ricochet ou bien par, disons, devoir de reconnaissance, les pays comme le Ghana, comme la Guinée et au Sénégal aussi, ont aidé l'Algérie à... D'ailleurs, il y avait le fameux congrès de 1958... à Accra, oui. Pour aider justement l'Algérie. Et l'Algérie a été représentée par Frantz Fanon. Et Frantz Fanon a beaucoup... il était algérien, puisqu'il a décidé de quitter la Martinique, de quitter la France et de rejoindre le Front de Libération Nationale, la LN. Et il a demandé à être algérien. Et donc, c'est en tant qu'ambassadeur de l'Algérie qu'il s'est rendu en 1958 au congrès d'Accra. Et donc, sa parole à ce moment-là n'était pas la parole de Frantz Fanon, c'était la parole de la voix algérienne. Et elle a donc influencé idéologiquement tout l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Congrès qui a été marqué, faut-il le souligner, par le fameux discours de Patrice Lumumba. Oui, Patrice Lumumba, bien entendu. Oui. Sékou Touré. Après, ensuite, au Sénégal, Senghor. Oui. Donc, il y a eu vraiment un point de vue idéologique qui a été très positif et très fructueux dans la lutte contre le colonialisme. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc,
l'Algérie, en tout cas sa décision de se libérer du colonialisme, a eu des conséquences en Afrique de l'Ouest, et l'Afrique de l'Ouest, dans le même temps, a aidé la révolution algérienne. Alors, on est en 1958. Quelle était la situation qui prévalait alors en Afrique du Sud? Mandela était déjà donc un militant, un avocat tout d'abord, n'est-ce pas? Nelson Mandela, si on compare les dates et si on compare les périodes, oui, il est intéressant de voir qu'avant 1955, Mandela était à l'ANC, oui, dans l'équipe, disons, dirigeante de direction, oui, de l'ANC. Et Nelson Mandela, avec ses amis de l'ANC, ont essayé de négocier avec le régime de Pretoria. Et ils ont présenté la charte de l'ANC. La charte de l'ANC qui demandait à ce que les Sud-Africains noirs aient les mêmes droits que les Sud-Africains blancs. Et cette charte a été complètement ignorée par le régime de Pretoria. Et c'est comme cela, fort de l'information qu'il avait de ce qui se passait en Algérie, il a lancé un mouvement de sabotage et de violence contre tout ce qui était matériel. Les chemins de fer, les poteaux électriques, voilà, un sabotage systématique. Et suite à cela, il était sous mandat d'arrêt et il est passé dans la clandestinité à la fin de 1955-56. Et c'est là donc, si on fait une étude comparative historique, puisqu'on est dans une émission d'histoire, il y a un parallèle, effectivement, entre la révolution algérienne et l'évolution de l'ANC. Absolument. Et lorsqu'il a été il venait de se remarier avec voilà, c'était sa deuxième épouse, puisque sa première épouse lui avait dit soit Nelson, tu choisis. Si j'ose résumer la situation soit le foyer, comme ça. Soit la révolution. Voilà, soit moi, elle, donc, soit la lutte anti-apartheid. Et il lui a dit, ça sera la lutte anti-apartheid, et ils ont divorcé. Et il a rencontré Winnie Mandela, qui était déjà, elle, très... membre active. Elle n'était pas membre, mais elle allait aux réunions, et elle était déjà politisée. Winnie Mandela elle était consciente de cela. Comme Nelson Mandela, parce qu'ils ne sont pas de Johannesburg, ils ne sont pas de Soweto, ils sont du Transkei, en tout cas de la tribu des Xhosa. Et Nelson Mandela a pris conscience un jour de deux anecdotes dans leur vie qui ont été clés dans leur prise de conscience. Parce que aussi bien Nelson Mandela que Winnie Madikizela Mandela étaient nés dans des familles donc de la tribu des Xhosa, mais en tant que princes, princesses, ils étaient quand même bien considérés dans leur tribu. Dans ces mémoires que vous avez commentées, Benouda, voilà. Et il a pris conscience à l'école, lorsqu'il était donc au collège, de l'importance de ses racines Xhosa. Donc il dit, je découvre, lorsqu'on a fait inviter un poète, donc Xhosa, dans la salle, c'est comme ça qu'il a pris conscience de son enracinement. Il se revendiquait en tant que tel. Il a écrit dans ses mémoires. Il y a ça, et il y a énormément le fait, lorsqu'un jour, son père lui disait qu'il devait payer la location de la terre sur laquelle qui leur appartenait. Donc c'est une terre qui leur appartenait, qui a été colonisée,
Et donc, son père, qui était un noble, si j'ose dire, le roi de la tribu Xhosa, en tout cas une figure marquante de la tribu Xhosa, lui a dit mais on doit payer le loyer de la terre qui appartenait à nos ancêtres et qui nous appartenait. Et c'est là où il a dit il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système-là. Comment la terre nous appartient et on paye les Blancs pour pouvoir cultiver notre propre terre, et ils prennent, voilà. Et Winnie Mandela, son père était instituteur. Et lorsqu'elle est rentrée à l'école, elle y allait à pied, pieds nus, loin, et elle s'est rendue compte que son père, elle était fière de son père qui était instituteur. Donc elle avait une idée quand elle était petite fille et elle s'est rendue compte que son père, bien qu'instituteur, était 10 fois moins payé que les instituteurs blancs, qu'il était mal habillé, qu'ils étaient pauvres, dans ce sens-là. Alors quand on se dit prince et princesse, il ne faut pas imaginer des châteaux. Oui. C'est les titres honorifiques. Mais dans la réalité, donc c'était quand même la pauvreté. Et ils ont réussi, aussi bien l'un que l'autre, à faire des études. Le père de Winnie Mandela a tenu à ce qu'elle fasse des études. Et donc, elle a fait des études d'infirmière. Elle a été d'ailleurs la première infirmière noire à l'hôpital de Johannesburg. Et Nelson Mandela il a réussi donc à rentrer dans la seule université noire qui existait en Afrique du Sud. Et c'est comme cela qu'il est devenu avocat. Et donc deux itinéraires de la terre profonde, oui. Et qui se sont retrouvés de par leur métier et dans une grande ville, Johannesburg. Sauf qu'à Johannesburg, les Noirs étaient parqués dans les townships. Ouais. Les townships, ce sont les bidonvilles. Oui. Et donc, c'est là qu'ils habitaient tous les deux. Alors lui, même s'il était avocat au centre de Johannesburg, dans la journée, le soir, les Sud-Africains, les femmes de ménage, les jardiniers, les éboueurs, voilà, et quel que soit leur niveau d'instruction et quelle que soit leur profession, tous devaient revenir la nuit dans les townships. Le centre-ville et les quartiers chics leur étaient interdits la nuit. Et c'est la même chose pour Winnie Mandela. Donc elle était dans l'hôpital blanc où elle était donc infirmière, mais le soir elle rentrait à Soweto et elle défendait les femmes de Soweto. Donc ils ont un itinéraire, donc leur rencontre n'est pas aussi étonnante, et tous les deux étaient conscients de leur situation de coloniser et surtout d'être sous la coupe des Blancs. Ils s'entendaient sur le fait qu'il fallait une lutte pour mettre un terme au système de l'apartheid, d'où la venue de Mandela en Algérie. J'avais parlé absolument, Hassan, du fait qu'il a été donc poursuivi, condamné, voilà, et il est rentré dans la clandestinité. Et c'est justement durant cette clandestinité qu'il est sorti clandestinement en tant que responsable de l'ANC du pays. Et il a traversé plusieurs pays africains et c'est comme ça qu'il est arrivé à la frontière ouest en Algérie pour rencontrer les révolutionnaires algériens, les maquisards algériens. Et tout cela est écrit dans ses biographies, donc il en parle. Mais comment la révolution algérienne a eu cet impact sur donc, les militants
C'était pas un choix fortuit, donc c'est vrai que Ce n'était pas un choix fortuit. c'était bien réfléchi. C'était bien réfléchi, exactement. La répercussion donc de l'impact, d'abord la guerre, il y avait les informations, bien entendu. Il y a eu les Nations Unies, où la question algérienne était d'actualité. Donc Nelson Mandela et Winnie Mandela, bien entendu, en tant que chef au sein de l'ANC, n'ignoraient pas tout cela. Et donc, quand il est arrivé, il tenait absolument à rencontrer les chefs et surtout, il a bénéficié d'une formation militaire. Absolument, une formation militaire. Alors, donc, c'est un passage très court, nous savons, mais il a été donc formé rapidement. Celui qui l'a accompagné tout au long de son séjour, il est encore en vie, que nous saluons ce soir. Donc, Nordine Djoudi, il était l'interprète de Nelson Mandela au niveau donc de la Wilaya 5 historique. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après cette rencontre. Il y a une sorte de coupure là, dans l'histoire, évidemment. Hein, oui, il n'y a pas eu de coupure idéologique entre... Non, il n'y a pas eu de... Mais on sait pas, il y avait un vide au niveau de l'histoire. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé juste après son départ, lorsqu'il a quitté la Wilaya 5, où il avait rencontré pratiquement, on est en 1961, il avait rencontré pratiquement tous les responsables de la révolution algérienne. N'est-ce pas? Oui, et il y a un passage dans son autobiographie qui décrit les maquisards. Et ce qu'il décrit, il a dit en ces termes, hein, je suis jaloux de ces jeunes Algériens, maquisards, parce qu'ils sont jeunes et ils sont d'une intelligence et d'une comprenant la tactique militaire, hein, d'être très mobile, et ce n'est pas eux qui faisaient en sorte pour que les Français essayent de les attraper, les suivre, et comme ils étaient très mobiles, ils ne pouvaient pas les attraper, et donc il a décrit leurs rangers, leurs pantalons, la mobilité, la légèreté avec laquelle ils pouvaient se mouvoir et frapper là où l'ennemi ne les attendait pas du tout. Donc, et ça, c'est très très bien décrit dans son autobiographie. Et donc, il dit ce que j'aimerais, c'est que nos militants sud-africains, nos militants noirs, soient formés de la même façon. Voilà. Et alors, au-delà donc du côté militaire, il a beaucoup discuté avec donc les responsables politiques qui étaient présents, dont Mostefa et bien d'autres, et Nordine Djoudi, effectivement, qui avait fait une licence d'anglais, donc qui a traduit de l'anglais au français et vice-versa les conversations. Donc il était simple officier et simple soldat. Et donc du coup, rien ne le destinait à rencontrer Nelson Mandela. C'était les chefs qui devaient le faire. Et donc il s'est retrouvé au cœur des discussions et des échanges avec les responsables de l'ALN à ce moment-là. Et donc il raconte tout cela et il témoigne toujours de cette expérience unique qu'il a eue. Et d'ailleurs, quand il en parle, il a toujours systématiquement, parce que je l'ai vu, les larmes aux yeux, parce que ça a été un moment important dans sa vie, surtout quand aujourd'hui, en 2024, il voit le chemin qu'avait eu Nelson Mandela et qu'il a été le témoin de son apprentissage. Et donc, par rapport à la question que vous me posiez, il est revenu en Afrique du Sud, il est rentré en Afrique du Sud. Toujours, et dans la biographie de Winnie Mandela, part of my soul went with him, une part de mon âme
est partie avec lui en prison, en parlant de Nelson Mandela. Elle dit comment, quand il est rentré, Nelson Mandela lui a dit l'Algérie a fait de moi un homme. C'est dans la biographie de Winnie Mandela, la première autobiographie. Et donc... Donc il était conscient de l'importance de cette rencontre avec les combattants de l'ALN. Il était conscient, il était fier. Et l'importance de cette expérience. Oui. Il était conscient, oui, il était fier. Ça a été d'une grande inspiration pour lui. Il l'a dit à tous ses amis. Et c'est donc en rentrant en Afrique du Sud qu'il a été arrêté, donc pratiquement juste après. Tout de suite après. Et il y a eu ce que l'on appelle le procès de Rivonia. Alors comme il était avocat, il a refusé d'avoir un avocat d'office et il s'est défendu lui-même. Et bon, après il faut lire la biographie de Winnie Mandela, il faut lire les documents de l'époque et tout, comment il a su se défendre non pas pour sauver entre guillemets sa tête, sa peau, non, pour défendre tous les Sud-Africains et pour défendre justement ce peuple qui a beaucoup souffert, dans la mesure où pour aller d'un quartier à l'autre, il devait déclarer aux autorités du régime de Pretoria qu'ils allaient dans un autre quartier, etc. Ce qu'on appelle, ils devaient tous avoir les passbooks. Ouais. Et d'ailleurs, Winnie Mandela, par rapport à ça, il y a eu des manifestations contre ces passbooks. Donc, c'est laisser passer. Voilà. Et donc, il s'est défendu. Bon, il a été condamné à perpétuité sur l'île de Robben Island. Et donc, il a été emprisonné. C'était le prisonnier le plus célèbre du monde, comme on dit, pendant 27 ans. Alors, lorsque j'ai écrit l'ouvrage sur Winnie Mandela, Winnie Mandela savait que je l'écrivais, puisque quand elle a publié ses mémoires de prison, elle me l'a envoyé à mon adresse, puisque j'étais en contact avec elle et son secrétariat, et elle me l'a dédicacé, et cette dédicace, elle est dans le livre. Winnie Mandela, entre mythe et réalité. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que après ces 27 années. Donc, 27 années, voilà. Oui, et sans Winnie Mandela, le nom de Nelson Mandela, évidemment, n'aurait pas été oublié. Oui. Mais il aurait été quand même oublié. C'est-à-dire, pendant 27 ans, elle n'a pas voulu s'exiler et elle a continué la lutte. Et dans toutes ses prises de parole, elle évoquait Nelson Mandela. Donc elle ne voulait pas que le nom de Nelson Mandela soit... Il faut dire qu'elle... Même Winnie Mandela avait une très très grande idée donc, de l'Algérie. Absolument. Elle avait une grande idée de l'Algérie, une idée positive. Surtout sa volonté de défendre. Elle avait en fait les mêmes points de vue que les Algériens. Oui. Elle avait un point de vue, et ce que vous dites est très important là, parce que il y a eu, lorsqu'il est sorti de prison, et il y a eu une différence les choix économiques. Les choix d'économie. L'Algérie qui milite pour le caractère social de... C'était la vision de Winnie Mandela. Voilà. C'était pas la vision de Nelson Mandela. Oui. Et Nelson Mandela, donc son credo, sa vision de l'avenir de l'Afrique du Sud. Plutôt libéral. Libéral au sens économique du terme. Et comme il était libéral et il était fin politique, il faut le dire, et vu la richesse de l'Afrique du Sud,
Donc lui ne voulait pas que les Blancs partent. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la réconciliation entre Blancs et Noirs. Winnie Mandela avait une autre vision. Elle n'était pas contre... voilà. Des Blancs. Et la différence, si j'ose dire, un autre point qui est comparable entre les deux pays, l'Algérie et l'Afrique du Sud, c'est que jusqu'en 1962, l'Algérie était un département français, comme je l'avais dit, et donc les pieds noirs étaient français. Ce qui n'était pas le cas des Blancs sud-africains. Les Blancs sud-africains ont pris leur indépendance de Londres en 1961, 62. Et lorsque les pays africains se libéraient du colonialisme, les Blancs se libéraient de Londres, mais pour opprimer, de pratiquer un racisme d'État. D'où le nom l'apartheid, donc la séparation. Les Sud-Africains blancs n'avaient pas un pays de comment on dit de rechange. Voilà, de rechange. Parce qu'ils étaient coupés de leur métropole. Exactement, ils étaient indépendants. Donc ils n'étaient que Sud-Africains. Sud-Africains, mais minoritaires, qui vont pratiquer. Voilà. Et du coup, Nelson Mandela leur a rendu service en ne les chassant pas, en les maintenant, en reconnaissant. Alors il y a eu, bien entendu, les Blancs libéraux qui luttaient contre l'apartheid, comme Nadine Gordimer, comme André Brink, comme J.M. Coetzee, et d'autres, Brighton Breitenbach. Tous ces romanciers blancs étaient contre l'apartheid. D'ailleurs, Brink fait partie de ces intellectuels écrivains qui ont annoncé à un certain moment qu'ils avaient honte d'appartenir à la communauté des Totalement. Totalement. Et j'ai rencontré André Brink et il a toujours été fasciné par l'Algérie. Toujours fasciné par l'Algérie. Il est venu d'ailleurs... C'est un militant anticolonialiste. Voilà. Déclaré. Déclaré. Et Nadine Gordimer avait écrit dans qui a eu le Espoir, prix Nobel qui a eu le prix Nobel de la littérature, par rapport à son œuvre littéraire et par rapport à sa position contre l'apartheid, bien entendu. Et donc Nadine Gordimer avait dit notre seule chance à nous blancs libéraux, c'est Nelson Mandela. Donc, et elle était membre de l'ANC, Nadine Gordimer. Donc la position de Nelson Mandela, c'était de garder ces gens-là, et d'où une année après son accession à la présidence de la République, premier président noir, il a créé avec Desmond Tutu la commission de réconciliation où les gens, sauf pour ceux qui avaient, comme on dit, les mains pleines de sang. Mais pour tous les autres, les gens, les blancs et les noirs, devaient vider leur sac, si j'ose dire, et dire ce qu'ils ont souffert, décrire ce qu'ils ont souffert, les uns et les autres. Et ça a duré plusieurs années. Donc dans tous les villages, partout, il y a eu cette phase de psychologie collective qui a fait qu'ils ont essayé d'alléger le traumatisme de l'apartheid. Fait un connaisseur de l'Afrique du Sud d'une manière générale. Est-ce que aujourd'hui, on parle de l'histoire de la révolution algérienne, en Afrique du Sud? Oui, en Afrique du Sud. Bien entendu. L'Afrique du Sud a une position similaire sur les problèmes contemporains. Le petit-fils de Nelson Mandela vient régulièrement en Algérie. Et l'Algérie rend bien justement et honore Nelson Mandela, et la preuve en est que
le plus grand stade d'Afrique d'Algérie, qui a été construit à Alger, porte le nom de Nelson Mandela. Et le petit-fils de Nelson Mandela est reçu avec tous les honneurs qu'on aurait pu déployer pour son grand-père. Oui, donc le lien, il est là, il est toujours présent entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Maintenant, Mandela et l'Afrique. On a parlé de Mandela et l'Algérie, mais il y a également donc tout l'apport du combat de Mandela pour les Africains et pour également tous les Afro-Américains, par exemple. Nelson Mandela est une grande figure. Nelson Mandela a été inspiré également d'une grande figure de la révolution algérienne, Frantz Fanon. Oui. Donc il y a ça. Et Frantz Fanon défendait donc l'Algérie, son pays d'adoption et son pays de cœur et son pays idéologique. Frantz Fanon qui avait demandé d'ailleurs à être enterré en Algérie. Et il l'est, oui, dans l'Est algérien. Nelson Mandela, donc il a toujours défendu l'Afrique du Sud. Et Nelson Mandela sait aussi donc le lien qui est créé de par ces ponts-là qui ont existé sur le plan idéologique. Et l'influence de Nelson Mandela est importante en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. À travers toute l'Afrique, le nom de Nelson... Il n'y a pas un pays africain qui n'a pas une place Nelson Mandela. Oui. Il y a une reconnaissance de cette figure. Et chez les Afro-descendants également. Et les Afro-descendants, y compris Barack Obama. Oui. Barack Obama qui, quand il a été élu le premier président noir, oui, comme Nelson Mandela, oui, il le rappelle, oui, premier président noir des États-Unis, et Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud, oui. Et Barack Obama était, disons, presque comme un enfant. Quand il est arrivé en Afrique du Sud, il tenait à rencontrer Nelson Mandela. Et c'est l'icône absolue pour lui. Les panafricanistes et pour... oui. Voilà. Et Nelson Mandela, justement, il a beaucoup inspiré les Black Panthers, Angela Davis, tous les révolutionnaires noirs américains dans leur lutte, Richard Wright. Donc il y a de grandes figures aux États-Unis aussi, voire en Angleterre, qui se sont inspirés et qui ont défendu la mémoire et la présence du nom de Nelson Mandela en Europe, avec des concerts pour libérer Nelson Mandela de prison de Robben Island. Donc il y a eu dans les années 70, 80, jusqu'aux années 90, donc un mouvement international et africain pour demander la libération de Nelson Mandela. Freedom pour Nelson Mandela. Exactement. Donc, incontestablement, Nelson Mandela est une figure aujourd'hui incontournable. D'abord, quand on étudie l'Afrique du Sud, quand on étudie l'histoire de l'Afrique d'une manière générale, et quand on étudie l'histoire de l'unité africaine, le panafricanisme aussi, parce que c'était un panafricaniste convaincu, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sa place par rapport à toutes les autres figures de la révolution africaine? Voilà. Alors, justement, si on regarde... Parce que vous avez pratiqué un panafricanisme particulier, Mandela, de l'avis des spécialistes du panafricanisme. D'une part, oui. Et d'autre part, la différence entre eux, avec Nkrumah, il y a eu un coup d'État qu'il a... Oui. Voilà. Lumumba, il a été assassiné. Mais pour les autres,
Ce que j'aimerais dire, c'est que Nelson Mandela, lorsqu'il a été élu président de la République, premier président noir, il avait tout de suite annoncé qu'il ne faisait qu'un seul mandat. Et donc ça, c'est important. Ce qui n'est pas le cas de Sékou Touré, d'autres et d'autres et d'autres. Et donc, de ce point de vue-là, il a été exemplaire jusqu'au bout. Alors lui, il dit, ne me traitez surtout pas de saint homme. Mais il avait des convictions et il était d'une honnêteté incroyable. Un élément qui montre l'intelligence de Nelson Mandela. Lorsqu'il était en prison, il avait décidé d'apprendre l'afrikaner, donc la langue de l'ennemi. Oui. Pour vous dire l'intelligence de Nelson Mandela et sa capacité à aller au-delà de la haine. À se transcender, c'est exactement. À se transcender. Oui. Et donc, il a décidé en prison d'apprendre l'afrikaner aux grandes dames de ses co-prisonniers, si j'ose dire, ses collègues prisonniers, qui étaient de l'ANC, qui étaient noirs. Enfin, il lui a reproché d'apprendre l'afrikaner, presque. Et donc, lui, non, on aura besoin, il faut connaître l'ennemi de l'intérieur. Donc, je veux apprendre leur langue. Et il avait toujours cette vision qu'il allait, qu'il n'allait pas mourir sans voir la fin de l'apartheid. Et donc, il a appris l'afrikaner et ça lui a été il a été perspicace et ça lui a été utile dans la mesure où, lorsqu'il a été libéré, sous pression internationale, et lors des premières négociations avec de Klerk, le président blanc sud-africain, eh bien, les négociations ont eu lieu en afrikaner. Et donc, lorsque, dans les négociations, il savait très bien, disons, ce que l'autre pensait. La nuance. La nuance est par le choix des mots. Donc, il a appliqué ce que Keteb a dit, le français butin de guerre, voilà, l'afrikaner butin de guerre. Butin de guerre. Donc, exactement. Une dernière question, Benroud El-Bdaï. Oui. J'ai intitulé l'émission L'Algérie, l'Afrique et Mandela. C'est aussi le titre de votre dernier ouvrage que vous avez donc consacré à tous les aspects qui ont caractérisé les rapports entre Mandela, l'Algérie et l'Afrique. Alors l'ouvrage est né et nous sommes absolument dans cette perspective et dans cette émission d'histoire. Et donc je pense, en toute modestie, que cet ouvrage fait date. Parce que nous avons montré justement, et on a mis le focus sur la relation de Nelson Mandela avec l'Afrique et l'Algérie. Tout le monde le sait, il y a eu des thèmes de Nelson Mandela. Et donc, nous avons une chercheuse, Amara, qui a fait un travail très, très intéressant, justement, sur tous les timbres qui ont été édités par la Poste algérienne en honneur à Nelson Mandela. Et donc, tous les timbres qui ont été édités depuis 1962 sont dans cet ouvrage. Donc, c'est un document qui était ici, là, qui était... voilà. Et donc, un exemple de document qu'il fallait absolument préserver et mettre dans un ouvrage. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et là, c'est... Donc, il y a la vie de Nelson Mandela. Il y a une étude aussi d'une pièce de théâtre de Kateb Yassine. Oui. Là, c'est de l'inédit. Oui, qui a été publié lorsque c'est sorti. Et là, ça a été. Il y a une étude donc de cette pièce de théâtre qui n'a jamais été jouée, qui est passée inaperçue en Algérie. Et donc là, nous la mettons en avant
grâce à cet ouvrage. Et donc, et vous voyez, même nos intellectuels, comme Kateb Yassine, le père de la littérature algérienne, il a écrit à l'écoute de ce qui se passait en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Donc le titre de la pièce, c'est Un pas en avant, 3 pas en arrière. Et il y a 2 personnages dans cette pièce, Nelson Mandela et Winnie Mandela, qui sont en scène. Voilà. Et voilà un autre exemple. L'autre exemple aussi de la contribution, c'est montrer également les échanges commerciaux et économiques entre l'Algérie et donc c'est franchement complet. Il y a les biographies. Moi, je compare au-delà de la présentation de Nelson Mandela en tant que militant. Mon autre contribution, c'est sur les Jamilettes africaines, où j'ai fait une comparaison entre Winnie Mandela et Jamila Bouhired. Voilà, ils ont un itinéraire qui se ressemble beaucoup. Et donc tous ces éléments-là montrent justement, pour ça, prendre cet exemple de Jamila Bouhired et Winnie Mandela, que même les vies de cette génération-là sont identiques. C'est aux mêmes années, les mêmes réactions, les mêmes prises de position, le même courage, surtout le même courage pour combattre le colonialisme. Et donc c'est un document absolument, de mon point de vue, historique, parce qu'il met un focus sur la relation de Nelson Mandela avec l'Algérie et de l'Algérie avec Nelson Mandela et avec l'Afrique, bien entendu, bien entendu, et cette manière de ce travail scientifique. C'est documenté, il y a des notes, c'est un travail universitaire. Voilà, un travail universitaire accessible à tous aussi, dans le même temps, dans la manière de présenter les choses. Donc cet ouvrage, je pense que cet ouvrage fait date parce qu'il est important pour les générations d'aujourd'hui qui veulent étudier l'histoire. Et c'est un ouvrage pour les générations futures qui se pencheront, les étudiants, les doctorants, qui veulent se pencher sur l'histoire de la libération de l'Afrique, du Sud, mais aussi de toute l'Afrique. Et c'est un ouvrage, j'espère, c'est un ouvrage de référence. Je tiens à vous remercier vivement, Ben Aouda El Bdaï, d'avoir répondu à nos questions et d'être l'invité des dossiers de la mémoire. Je tiens à remercier également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt. Merci Hassan Arab.